il y a certaines de vos attentes pour lesquelles vous allez trouver réponse ici, d'autres, vous allez trouver réponse plus avec Marjorie. Ce qui est certain, pour ma partie, on n'envisage pas les médias comme tels. On envisage plus de prendre la parole de façon adéquate par rapport à l'endroit, l'assemblée, la réunion où on se trouve. Bien, c'est sûr que ça sert aussi pour les médias ensuite. Mais tout l'aspect médiatique, le public, comment répondre aux journalistes, etc., ça, c'est avec Marjorie que vous allez voir ça. Par contre, gérer ses émotions, ramener ça sur le sujet quand une question n'a pas rapport ou quand une discussion n'a pas rapport par rapport à un enjeu, ça va rentrer aussi dans ma partie parce que le mot central de ma partie, c'est stratégique. Prendre la parole de façon stratégique. Alors, on va regarder tantôt qu'est-ce que ça veut dire stratégique, mais on pourrait commencer, si vous voulez bien, prendre votre cahier dès la page 2, qui est la table des matières. Vous allez voir les sujets qu'on va aborder ce matin. Alors, une première partie, prendre la parole, c'est stratégique. Nous, les femmes, c'est qui, nous, les femmes? J'ai bien entendu la question d'Isabelle tantôt, prendre la parole au nom d'eux, là, tu sais. Puis, qu'est-ce que c'est une intervention stratégique? Pourquoi on parle de stratégie ce matin? Dans le fond aussi, ce qu'on souhaite, c'est, en tout cas, mon objectif pour la matinée, c'est de vous proposer des outils qui vont aller dans deux sens. Un sens de prendre confiance en soi pour prendre la parole adéquatement. Puis, deuxièmement, regarder comment prendre la parole en fonction des buts qu'on a pour que ça soit vraiment stratégique. Alors, c'est ça, après avoir regardé qu'est-ce que c'est prendre la parole, c'est stratégique, on va regarder comment se connaître. Parce que le premier outil qu'on a pour prendre la parole, c'est soi-même. Et donc, c'est important de se connaître. Que ce soit pour gérer ses émotions, pour savoir prendre conscience de la façon dont on parle, de la façon dont on se comporte dans un groupe, de comment est-ce qu'on s'enligne avec ses buts et tout et tout. Et alors là-dedans, on va être dans le nous, mais on va être dans le je aussi. Parce qu'il faut que nous apprenions à nous connaître, mais il faut que chacune de nous rentre en dedans d'elle-même puis s'observe pour se connaître et s'utiliser. Ensuite, on va regarder des trucs pour agir efficacement, pour prendre la parole efficacement. C'est là que le stratégique va prendre tout son sens. Et puis, finalement, intervenir dans des organisations. Quand on prend la parole, habituellement, c'est parce qu'on est mandaté. Moi, je ne vais pas là comme individu, Elisabeth, pour parler. J'ai été mandatée par un groupe pour aller dans une coalition, dans un regroupement, etc. Et donc, c'est important de savoir, de penser à c'est qui mon organisation, c'est qui l'organisation dans laquelle je me trouve, c'est quoi la place des femmes là-dedans, comment est-ce qu'on peut intervenir de façon efficace à partir du lieu où on se parle là, puis aussi de faire des préparations collectives, parce que puisqu'on est mandaté, bien, on ne part pas toute seule avec soi, on part avec un mandat qu'on peut faire expliciter dans notre groupe, et puis ça change bien les choses. Alors, c'est le programme de ce matin. Ça vous va? OK. Alors, plongeons tout de suite dans « Nous, les femmes ». OK? Puis, oui, c'est ça, le cahier de formation, il y a beaucoup de notes dedans. Ça veut dire que ça vous dispense d'avoir à prendre des notes pour être sûr de se souvenir après ou de réutiliser. Vous pouvez en rajouter, il y a des espaces et tout, mais vous avez en gros le cheminement qu'on va suivre durant la matinée, alors ça facilite les choses. Donc, on prend la parole souvent au nom des femmes, mais c'est qui, nous, les femmes? Tu sais, dans la marche mondiale, on dit... la marche mondiale, ça, c'est le truc de Denise, beaucoup. Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous marcherons. Alors, c'est qui toutes les femmes? C'est qui toutes les femmes que vous rencontrez dans vos organismes? Alors, les femmes que je vais appeler racisées, tout le monde connaît le mot racisé? Hein, vous savez que la race, ça n'existe pas. Les races, il y a une race humaine,
Il n'y a pas des races à l'intérieur de l'humanité, mais on a développé ça, hein, le concept de race noire, race jaune, race blanche, etc. Bien, c'est un faux concept qui sert à caractériser les gens différents de nous. Et c'est pour ça qu'on dit que les personnes sont racisées, c'est-à-dire qu'on leur attribue une caractéristique de race pour faire des différences. Donc, les personnes racisées, les personnes immigrantes, qu'elles soient racisées ou non, mais qui viennent d'un milieu différent, puis que tout de suite on dit là, les femmes handicapées, les femmes pauvres, on les avait nommées, ça aussi c'est social. Alors, quand on parle des femmes, de nous les femmes, bien, il faut être consciente qu'il y a des lignes de fracture. Il y a un nous qui est, on est toutes des femmes, et donc, les deux grands problèmes, en tout cas, le grand problème qu'on rencontre le plus, c'est la violence faite aux femmes, c'est le fait d'être dominée en tant que femme, comme groupe de femmes. Mais il y a des femmes qui ont toutes sortes d'autres problèmes qui se mêlent à ça. Hein? Le fait d'être, par exemple, racisé, bien là, tu vas être exclu d'une certaine façon. Le fait d'être pauvre, tu vas être exclu. Le fait d'être immigrant, tu vas être... Alors, quand dans une même femme se rencontrent ces différentes lignes de fracture sociale, bien, ça fait qu'on ne peut plus dire « nous, les femmes » aussi facilement. Il faut penser à ces différences-là. Il y a un grand mot qui désigne ça, qui est l'intersectionnalité. Est-ce qu'il y en a pour qui c'est la première fois qu'elles entendent le mot intersectionnalité? Et on a fait du progrès. Autrefois, c'était la majorité qui n'avait pas entendu ce mot-là. Et donc, on va essayer de garder dans nos esprits et dans nos cœurs cette question de l'intersectionnalité, c'est-à-dire de toutes les caractéristiques sociales qui font de la diversité des femmes, qui parfois font qu'on en exclut, souvent inconsciemment, puis qu'entre nous, on n'est pas tout égal. Alors, c'est pas juste qu'on n'est pas égal par rapport aux hommes, c'est qu'entre nous, on n'est pas égal non plus. Et donc, on va avoir le souci de s'occuper des moins égales que d'autres. C'est bon? OK. Maintenant, prendre la parole, c'est stratégique. Qu'est-ce que c'est une stratégie, selon vous? Et oh, boboy! Un plan de match. Un plan de match, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Des étapes pour atteindre l'objectif. Des étapes pour atteindre l'objectif, c'est parfait. Bon, on est tous d'accord avec ça, OK. Alors, il y a, quand on parle d'atteindre un objectif, puis quand on est dans des réunions, OK, on s'aperçoit qu'on n'a pas tous le même objectif. Alors, quand on prend la parole, habituellement, c'est pour faire en sorte que ça soit l'objectif avec lequel on est arrivé qui prenne le dessus, qui oriente les actions du groupe. Comment ça s'appelle, ça? La négociation. La? Négociation. Oui. L'influence, oui. Mais c'est quoi le gros méchant mot que les femmes n'aiment pas? Non, le pouvoir. Le pouvoir. Ça peut être le leadership, mais c'est le pouvoir. Hein? On a de la misère avec le pouvoir. Pourquoi on a de la misère avec le pouvoir? Bien, toute notre socialisation qui dit que le pouvoir va à l'homme et que nous, quand on prend le pouvoir, on est toutes femmes hystériques et toutes les discriminations qui en suivent. Ah, ah, ah. Puis c'est quoi notre expérience du pouvoir? Oui? C'est de vivre l'oppression. C'est de vivre l'oppression. Voilà. Alors, ça, là, c'est fondamental. Quand on parle du pouvoir, nous, les femmes, on voit ça comme quelque chose qui est à l'extérieur, puis qui s'exerce sur nous, qui est une contrainte, qui est quelque chose de négatif, en somme. Tandis qu'il y a un groupe qui est beaucoup plus habitué au pouvoir, puis qui ne le voit pas comme une oppression, mais comme une domination. J'ai du pouvoir, hein, je peux faire ce que je veux. Alors, ce pouvoir sur autrui, c'est ça que nous, on déteste, les femmes. Mais il y a un pouvoir qu'on recherche, qui est le pouvoir de
faire les choses. Puis quand on va dans une réunion, dans une assemblée et tout, pourquoi, quand on a des objectifs puis qu'on veut gagner, c'est qu'on veut pouvoir faire des choses, pouvoir avancer, pouvoir lutter contre les oppressions et tout. Alors, il faut peut-être arrêter de voir le pouvoir juste comme une affaire de le pouvoir sûr du monde, puis développer l'idée que le pouvoir, c'est ce qui ouvre la possibilité de faire les choses, le pouvoir de faire des choses. Est-ce que ça vous va ou c'est... Hein? Puis on reviendra sur la question du pouvoir un petit peu plus loin en regardant nos modèles. Oui, Suzanne? Moi, j'ai aussi une autre hypothèse, c'est que oui, le pouvoir est associé à l'oppression, ça j'embarque à 100%, mais aussi c'est qu'historiquement, les femmes ont plus utilisé un pouvoir invisible ou moins affirmé, tu sais. Fait que ça aussi de passer de l'invisibilité à la place publique, où je pense qu'il peut y avoir un élément aussi qui fait que le pouvoir peut inconforter certains. Oui, ça c'est sûr. Ça marche tout ensemble. Notre socialisation nous a appris à être des adjointes, des filles qui aident, des filles gentilles, mais pas à arriver, puis à s'imposer, puis à prendre la POC et tout. OK? Mais c'est pas nécessaire de s'imposer puis de prendre la POC pour développer du pouvoir. Puis, on va revenir tantôt avec la question des modèles parce que ça va illustrer ça. Mais effectivement, ce que tu dis, c'est très juste. Puis l'autre partie, puis ça joue beaucoup face aux médias. Tu disais sortir de l'ombre puis se mettre en avant. Puis c'est ça qui fait peur beaucoup avec les médias, là. C'est que là, on est en avant. Ou puis aller dans une réunion, on est encore un tas de monde, on est une parmi d'autres qui parle. Alors, poser une question ou donner son avis ici, c'est pas pire. Mais aller le faire devant la caméra, devant un micro, ouf, là, ça devient plus difficile, ça nous expose beaucoup. Alors, ça rejoint la vieille dichotomie, hein, que les femmes sont dans le privé, puis les hommes dans le public, là. Alors, disons-nous que l'entièreté de la Terre est à nous, dedans comme dehors, et qu'on a ça à conquérir tranquillement, avancer là-dedans, progresser. OK. Alors donc, on va passer à la section « Se connaître ». Tu sais, on disait, il faut se connaître, il faut développer sa confiance en soi, puis il faut se donner des outils. Bien là, développer sa confiance en soi, ça commence par se connaître. Vous avez une feuille qui s'appelle « Le jeu des qualités ». En petit groupe de 3 ou 4 participantes, vous échangez sur les qualités qui vous permettent de prendre la parole de façon efficace dans un groupe. Chaque femme devrait trouver 3 de ces qualités et les dire aux autres. Vous avez 15 minutes pour cet échange. Il n'y a pas besoin de secrétaire. Est-ce que c'est un exercice difficile? OK. Alors, on va rajouter une difficulté de plus, qui va être un exercice en même temps. Je vais vous demander à chacune de nommer tout fort, pour tout le monde ici, une de vos qualités. Juste une, pas 3, juste une. Ça devrait se trouver. OK? Puis, ben voilà, je vais me permettre peut-être des remarques à un moment donné si je trouve qu'on n'est pas vraiment dans nos qualités. Que, vous allez voir, des fois, ça dévie. Mais peut-être que là, tout le monde a vraiment trouvé une qualité. Je suis. Tu sais, de préférence, une qualité, ça commence par « je suis ». Mais des fois, il s'agit juste de reformuler, mais ça nous fait découvrir des choses en même temps de reformuler. Alors, n'importe qui. Je peux partir. Je suis créative. Good. Quelqu'un d'autre? Je suis spontanée.
Voilà, oui. Je suis posée. Bon. Quelqu'un d'autre? Oui. Je suis organisée. Je suis organisée. C'est bon. J'aurais dû tout écrire ça. Attends un peu, on va recommencer. Non, mais c'est parce que c'est précieux, ça. Alors, créative, spontanée. Moi, je n'ai pas une bonne mémoire, mais je vais essayer de les écrire. Organisée. Créative. Capable de leur s'adapter. Posée. Attends un peu. Posée, c'est ça. Capable de s'adapter. Là, on a du statut, c'est flexible. À l'écoute. Je suis Celle qui avait déjà parlé, il n'y en avait pas une de plus? C'est correct? OK. Oui, d'autres? Je suis confiante. Confiante. Ce qu'on voit, c'est la difficulté de nous affirmer, au fond. D'être capable d'avoir la confiance de dire « je suis, j'avance ». Je vais peut-être faire des erreurs, c'est pas grave. J'ai des capacités et des qualités et c'est avec ça que je vais avancer. Puis il y en a des groupes qui m'ont dit, on a commencé par parler des défauts. C'est important de les identifier, nos défauts. Mais c'est tellement plus important d'identifier nos qualités. Parce que c'est les forces sur lesquelles on va s'appuyer. Si tu veux monter à quelque part, il faut que tu mettes ton pied sur les marches. Il ne faut pas que tu les regardes et que tu dises « Oh, celle-là est peut-être branlante. Oh, celle-là, c'est dépeinturé. » Je monte. Je me fais confiance. Puis les autres vont me faire confiance dans la mesure où je me fais confiance. La plupart du temps, c'est comme ça. Des fois, on a la chance de rencontrer quelqu'un qui va nous faire confiance au-delà de ce que nous, on se fait confiance. Mais dans la vie de travail, dans la vie d'assemblée et tout, c'est pas comme ça. Les gens, ils vous accorderont pas leur confiance si vous ne démontrez pas que vous avez les qualités pour qu'on vous fasse confiance. Okay? Puis on va voir ça tantôt dans les sortes de groupes. Là, on parle de groupes de travail, de groupes de délibération, de groupes de décision. Alors, c'est pas la même chose que dans des groupes d'apprentissage, des groupes de croissance, des groupes familiaux, des groupes d'amis et tout. Donc, confiance avancée, puis je trouve que c'est magnifique, toutes ces qualités-là. Puis il faut jouer avec ça. On va reprendre le cahier, puis là, on va regarder des outils. On ne fera pas le tour de chacune avec chaque outil. C'est beaucoup trop long. Ça serait pas... ça virerait en groupe de croissance, si vous voulez. Mais au fond, c'est des outils qui font penser à des choses. C'est des outils que vous pouvez reprendre dans vos groupes, avec des amis même, avec des amis féministes, quand ensemble, à un moment donné, ça s'adonne qu'on parle de travail, puis de difficultés ou de défis qu'on a devant soi. Et donc, à la page 6, vous avez cet outil, comment je me sens dans cette coalition-là ou dans cette assemblée-là. Puis ça, c'est probablement la première chose à regarder. C'est comment on se sent. Je rentre dans une assemblée, wow, je suis impressionnée, je suis pas à l'aise, je me sens hésitante, je sais qu'il y a des enjeux, je ne sais pas comment je vais me débrouiller là-dedans. Alors, c'est pas obligé de mettre le manteau sans regarder le manteau. Les émotions, elles nous tombent dessus, OK, mais en prendre conscience, les prendre en compte, jouer avec, bien, c'est déjà le premier pas pour être capable
d'avancer avec un peu de confiance, puis de se mettre d'équerre avec tout le monde. Alors, il y a des gens... OK, je vais dire ça autrement. Je suis déjà arrivée pour prendre la parole à un moment donné, pas capable de me lever de ma chaise. OK? J'avais les cuisses comme du coton, parce qu'il y avait un gros enjeu pour moi à prendre la parole là-dedans. J'ai pas été capable. Mais là, je me préparais à prendre la parole, les affaires tournaient dans ma tête et tout, et tout, et tout. Puis je n'avais pas tenu compte de mon émotion. Puis des émotions, ça se manifeste physiquement, là. C'est comme des fois, c'est pas évident, on a chaud ou on a froid ou on tremble un petit peu, mais des fois, c'est extrême, là. Alors, ce fois-là, j'ai passé mon tour. J'ai pas été capable de parler. Tandis que quand on est attentif, puis on se rend compte qu'on a cette émotion-là, bien, au lieu de virer dans sa tête sur c'est quoi la phrase que je vais dire, bien, on se dit, oh, OK, je suis énervée, peux-tu me calmer? Qu'est-ce qui m'énerve de même? OK, etc. Bon, en tout cas, chacune a sa façon de gérer ses propres émotions. Mais la première chose à faire, c'est comment je me sens. C'est d'en prendre conscience. Y en a-tu qui ont des choses à rajouter là-dessus? Parce que souvent, quand on rentre dans une salle de réunion, c'est turn off les émotions, là. On pense que c'est pas correct. Tu sais, on s'est fait dire, nous autres, les femmes, qu'on était très émotives, là. Alors, c'est comme, non, si je veux être efficace, je ne serai pas émotive. Mais oui, ne pas être émotive, mais par contre, prendre conscience de nos émotions pour pouvoir les utiliser. OK, oui? Bien, ça peut être utile, en fait, si on s'en rend compte selon la situation, mais de les nommer. Je pense qu'une fois, on a été voir François Blais, évidemment, il n'était pas là, on était une trentaine avec son attaché. Tout le monde parlait d'austérité, des coupures d'un groupe communautaire, des affaires vraiment. Puis c'était toutes des gens que je connais. Fait que je voyais dans leur non-verbal, dans leur façon de nommer les choses, à quel point ça les touchait ce qu'ils disaient. Mais ils faisaient attention à leur façon de le dire, tout ça. Fait qu'ils restaient, tu sais, pondérés, puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, puis l'autre, l'attaché, il regardait ailleurs, puis il avait hâte que ça finisse, tu sais. Puis, en fait là, moi, je concluais un petit peu tout ça, puis je l'ai dit, je sais pas si vous vous rendez compte, mais tout le monde ici est vraiment en colère. Puis là, le monde, en fait, ouais! Mais, tu sais, pour quelqu'un qui ne connaît pas les gens qui parlent, ça paraissait pas tant que ça. Fait que ça peut être utile, des fois, si c'est pertinent dans la situation, de le nommer. OK. Puis cette situation-là, on est en colère de ça, on en a marre. C'est pour ça qu'on est ici, c'est pour que ça change. Puis là, on est, tu sais, des fois, ça peut être utile de l'utiliser. Absolument, absolument. Puis comme je te connais un petit peu, je vais me permettre de dire ceci. La colère, toi, tu la ressentais là-dedans. Oui. Je sais que tu es une fille qui, puis tu le dis souvent, là, ça te met en colère, ce genre de choses-là. Alors, quand on identifie une émotion en dedans de nous, là, OK, souvent, il y en a beaucoup d'autres qui ont cette émotion-là. Et de la nommer et de la remettre au groupe et d'en faire un outil plutôt que que de mettre le couvercle sur la marmite, ça permet de nommer les vraies affaires qui se passent. Voilà. Alors, ensuite, il faut juger qu'est-ce qui est approprié, la façon appropriée de le dire, le ton, etc. Mais la prise de conscience de l'émotion, la capacité de la nommer et de l'utiliser, c'est extrêmement efficace. Extrêmement efficace. Puis là, là-dedans, je pensais plus aux émotions que nous, on ressent individuellement, mais c'est vrai qu'il y a des émotions collectives aussi. C'est-à-dire qu'il y a des émotions qui sont vécues par plusieurs personnes dans un groupe, ce qui fait que ça colore le groupe. Et les nommer dans ce temps-là, c'est extrêmement à point. Merci. Ensuite, qu'est-ce que c'est mes buts quand j'arrive dans une réunion, quand je participe à une coalition ou quelque chose? Alors ça, c'est important. Si on veut être stratégique, il faut avoir des buts. Quand on arrive dans une réunion, qu'on est juste en attente, qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, bien, il se passe des choses, puis on n'est juste pas là, ou on n'a juste pas de prise pour prendre la parole. Mais si on s'est donné des buts d'avance, alors là, ça nous donne un critère pour se situer par rapport à ce qui se passe. Puis ça nous donne une confiance aussi.
parce qu'on n'est pas obligé d'intervenir par rapport à tout. On va intervenir par rapport au but qu'on s'est donné. Ça nous fait un point de repère. Alors, c'est comme tu t'en vas sur une route, puis au lieu de juste regarder comme ça, tu sais que tu veux t'en aller à, je ne sais pas moi, à Saint-Fabien-sur-Mer, bien, ça te donne une idée des panneaux de circulation auxquels tu vas t'attacher, puis oui, tu vas pouvoir regarder les vaches dans le pré, mais ça va passer. Mais quand il y a des panneaux de circulation, des panneaux d'indication de route, là, tu vas mettre ton attention là-dessus, puis tu vas te préparer à agir en fonction de ce qu'il va y avoir sur les panneaux. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, mais je trouve pas ça toujours facile. Mettons, en gestion participative, on est beaucoup dans on a une rencontre, il y a des objectifs à la rencontre, puis effectivement, ça fait en sorte que quand on se présente à une rencontre, on n'a peut-être pas d'objectifs fixés, de but personnel ou quoi. Mais quelque chose d'aussi tendu, par exemple, que j'ai fait, qu'on sait que des fois, il n'y a pas un consensus autour de la table, puis que c'est pas tout le monde qui a la même opinion. Bien, des fois, les objectifs de rencontre, c'est de s'entendre sur une vision commune, puis ça fait en sorte qu'on n'arrive peut-être pas avec l'intention de vendre notre point. Oui, Sarah? Je pense que on parle de deux types différents de prise de parole du milieu, parce que il y a des milieux comme ça où c'est mixte, où on a un but, c'est comme, il y a aussi des milieux plus groupes de femmes, où c'est plus question de collaboration et de coopération, plus que de présentation. Donc c'est peut-être à deux niveaux différents qu'on parle. Mais ce dont tu parles, c'est intéressant parce que là, en gestion participative, il y a un but qui est là, puis qu'il faut nommer d'ailleurs, c'est on va essayer de créer un consensus. Okay? Ça, c'est un but à avoir clairement en tête. Parce que des fois, on se contente d'être mal à l'aise qu'il y a des oppositions, mais sans avoir conscientisé que on veut arriver à un consensus. Que arriver à un consensus, ça veut dire que tout le monde va travailler pour apporter des choses, lâcher un petit bout, donner un autre aspect des choses et tout. Alors, mais quand tu le conscientises comme un but, ça te permet de te situer aussi par rapport aux oppositions, par rapport... À un moment donné, tu vas être capable de dire « Oh, là, on est en train de s'ostiner puis de s'opposer au lieu de chercher une solution commune. Okay? » Aussi, en gestion participative, ça sous-entend, ça présuppose qu'on a des buts communs. Alors là, effectivement, comme disait Sarah, ça ne recoupe peut-être pas nécessairement la définition groupe de femmes, groupe mixte, mais la gestion participative, c'est qu'il y a des buts communs. Si ça tourne, qu'il y a des grosses ostinations et tout, c'est comme, est-ce qu'on est dans la gestion participative? Est-ce qu'on se donne l'illusion d'être dans la gestion participative? Parce qu'en principe, on est en gestion participative, mais qu'on a perdu ça de vue. Puis est-ce que c'est réaliste de prétendre faire de la gestion participative quand on sait pertinemment qu'il n'y a pas de but commun entre toutes les personnes qui sont là ou entre tous les organismes qui sont là? Tu sais, il faut situer ces affaires-là. Puis tantôt, on va parler de connaître son organisme. C'est ça aussi. Les buts qu'on se fixe, ça va être en fonction de l'environnement et tout. C'est très juste aussi de dire, c'est pas toujours des buts personnels, ça peut être des buts collectifs. Puis des fois, les deux peuvent se mêler. Je ne sais pas, moi, si j'ai été mandatée à quelque part pour réussir à me faire élire sur tel comité ou tel conseil, bien là, il y a un but qui est comme personnel et collectif à la fois. Alors, ça dépend toujours, là. Mais c'est sûr que pour nous ici, ça va être plus les buts collectifs que les buts individuels. Mais je peux aussi avoir un but individuel je suis généralement silencieuse dans ce groupe-là. Aujourd'hui, mon objectif personnel, ça va être de m'exprimer sur tel sujet. Mon but, c'est sûr, mon but collectif, ça va être sur ce sujet-là, je vais apporter la position de mon groupe. Mais tu sais, c'est toutes ces affaires-là qu'il faut se nommer.
si on veut être stratégique. Puis, entre autres, si on veut pouvoir dire, après une rencontre, est-ce que ça a été réussi ou non? Est-ce que mon groupe a eu une bonne participation ou est-ce que j'ai eu une bonne participation? Bien, pour répondre à une question d'évaluation, il faut que préalablement, tu te sois fixé des points de repère. C'est bon? J'ai commencé par mettre le réseau. En ce sens que quand on participe à des trucs comme ça, on n'y va pas en tant qu'individu. On y va en tant que travailleuse ou membre de CAO, etc., mais mandaté par un groupe. Et le fait d'être mandaté par un groupe, c'est pas une contrainte négative, c'est d'abord quelque chose qui nous porte. OK? Notre responsabilité personnelle, c'est pas d'avoir tout décidé. Quand j'ai à porter une opinion mandatée par mon groupe dans une coalition, j'ai la force de mon groupe derrière moi. Alors ça, là, c'est important, parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans une période de libre expression, d'expression de soi, etc. Je ne veux pas être limitée par des dogmes ou des lignes de parti ou des obligations, des idéologies, etc. OK, il y a ça, mais ce qu'on perd de vue peut-être, c'est OK, quand je m'en vais porter la parole de mon groupe, j'ai toute la force de mon groupe derrière moi. J'ai vécu ça fortement, fortement. J'ai été 2 ans en coopération en Afrique. En Afrique, généralement, dans la plupart des pays d'Afrique, parce que l'Afrique, c'est énorme et c'est pas uniforme, mais dans la plupart des pays d'Afrique, une femme ne va pas contredire un homme. Non seulement elle ne va pas contredire son homme, son conjoint, etc., mais elle ne va pas contredire un homme non plus. Alors, dans les assemblées, si tu as hommes et femmes et jeunes, parce que là-bas, ils voient toujours les 3 groupes, hommes, femmes, jeunes, ben, les femmes, ils parleront tout simplement pas. Alors, le truc qu'on développe, c'est on tient une assemblée des femmes avant l'assemblée de tout le monde. On tient une assemblée des jeunes avant l'assemblée de tout le monde. L'assemblée des femmes mandate une femme pour parler. Et ça libère la parole. Les femmes arrivent dans le grand groupe et elles parlent au nom des femmes. Et elles peuvent dire des choses au nom des femmes sans contredire tel homme, sans que ce soit elles comme individu qui contredisent les hommes. Alors là, la force que ça donne d'être mandaté, là, ça devient clair. C'est ça qui permet de prendre la parole. Bon, ensuite, capacité personnelle. On a travaillé un petit peu là-dessus tantôt. Il y a des qualités, il y a des expériences, il y a toutes sortes de choses qu'on apporte là-dedans. Puis l'important, c'est de se dire qu'on va les découvrir en les mettant en œuvre, puis que ces capacités-là vont se développer en les mettant en œuvre. Connaissance des dossiers, compétences, on en a toutes. Hein? Par rapport au travail qu'on fait, on développe des connaissances. Souvent, on se dit « Oh, je ne suis pas capable de parler de ça. » Tu travailles en maison d'hébergement. « Oh non, moi, je ne suis pas capable d'aller donner une entrevue sur la violence conjugale. C'est parce que hein, tu en connais des bons bouts. Alors, pratique-toi avec d'autres. Et là-dessus, j'ai mis une question en bas, puis ce n'est pas une question innocente. Est-ce que j'aime ça parler de mon travail avec les gens? Qu'est-ce que j'en pense de mon travail? Qu'est-ce que je me dis à moi-même? C'est ça qui est la base. Là, quand on s'imagine qu'on s'en va parler devant du monde, c'est bien épeurant. Mais quand on écrit pour soi-même, ou qu'on se dit pour soi-même, ou qu'on jase avec une amie proche ou une collègue, OK, qu'est-ce que je peux dire de mon travail? Puis que là, il n'y a pas de public, mais c'est fou comme on est capable de dire une tonne de choses. Alors ça, c'est vraiment une interrogation qu'on peut se faire. Puis pourquoi je dis que la question n'est pas innocente, c'est qu'à la fin de la journée, on va se demander s'il y en a qui sont prêtes à embarquer dans la banque de porte-parole du regroupement. J'en parle pas plus que ça, mais ça, là, c'est un point important. Okay? J'ai les compétences pour parler de certaines choses. Alors, il faudrait que je prenne conscience de mes compétences pour parler de certaines choses.
Puis il y a toutes sortes d'autres choses aussi qui peuvent être des forces, là. Entre autres, nos motivations. Quand tu aimes ton travail, là, bon, par exemple, il y a des femmes qui ont à peu près pas travaillé dans leur vie ou qui ont eu juste des petits jobs pas intéressantes. Puis là, bon, les enfants en 3-4 ans, placés la garderie est possible, les femmes veulent retourner au travail. Bien, moi, ça me passionne de travailler avec les femmes pour faciliter leur retour au travail, pour qu'elles ouvrent les chemins, etc. Je peux leur apporter des choses. Alors, quand on a cette motivation, cette passion-là, la parole, elle vient beaucoup plus facilement. Page suivante. Mes peurs. Les gros loups qui se promènent, qui vont nous manger les jambes en passant. Bien, il faut les regarder, il faut les nommer, il faut les mettre devant soi. Sauf que il ne faut pas se laisser submerger par ces peurs-là. Alors, pour chaque peur qu'on a, là, c'est important de trouver une force qu'on a pour la combattre. Puis là, j'arrive à nos modèles, la page suivante. Puis, en fait, les modèles, là, on commence à en avoir un petit peu plus. Mais les images du pouvoir qu'on a, c'est des images masculines. Tu sais, tu ouvres la télé ou tu regardes sur Internet, puis qu'est-ce que tu vois? Des complets cravates un petit peu partout. Ça fait la guerre, ça prend les grandes décisions économiques de mondialisation. Prends les livres d'histoire, c'est des généraux, c'est des présidents, c'est des philosophes, des hommes de science. Beaucoup d'images masculines du pouvoir, à tel point d'ailleurs que le pouvoir, pour nous, c'est devenu la façon dont les hommes exercent le pouvoir. Ça définit le pouvoir, c'est la façon dont les hommes l'exercent. Alors, si nous, on veut avancer, foncer, etc., c'est intéressant de regarder si on a des modèles de femmes de pouvoir. Puis quand je parle femmes de pouvoir, j'en parle pas dans un sens négatif, je parle pas de femmes qui ont dominé sur les autres, je parle de femmes qui ont développé la puissance collective de faire des choses. C'est qui vos modèles? Êtes-vous capable d'en nommer? Mère Teresa. Pardon? Mère Teresa. Mère Teresa? Elle a fait, non, mais vous parlez d'une femme, ça a fait beaucoup de choses. Au niveau, dans le fond, de la science, il y a, l'uranium, Curie. Marie Curie. OK. Une femme qui a fait beaucoup de choses, qui a poussé la voie. OK. C'est correct, on va laisser d'autres parler. Mais moi, dans le cadre de mon travail, je trouve que j'ai eu des modèles super proches de moi. Tu sais, je pense vraiment à mes collègues de travail. Tu sais, Rose du Nord, pour moi, ont été des modèles incroyables pour me permettre, tu sais, de faire ce que je fais. Plusieurs filles, tu sais, je pense à Marie-Ève Duchesne, je pense à Marielle, je pense à Isabelle, que j'ai vu prendre la parole. Tu sais, c'est plein de modèles pour des raisons tout à fait différentes de chacune de mes collègues de travail. Je pense même à Denise, tu sais, combien de fois j'ai été fière des militantes, tu sais. Je trouve que c'est des beaux modèles tout près de moi pour des raisons différentes. Ouais. Des modèles plus proches que j'ai eus, qui m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui, qui continue, là, je sais pas, c'est pas fini, là. C'est un travail, non mais c'est un travail quotidien, tu sais, quand je vais dans un regroupement ou en quelque part, puis je fais comme, hey, ça, j'avais jamais pensé à ça, puis j'aimerais ça essayer de garder tel ou tel truc, tu sais, mais bon, c'est une construction, là, mais... C'est intéressant ce que tu dis, parce que quand on se prend des grands modèles, tu sais, des grandes femmes, c'est comme inaccessible. C'est une image, mais ça ne peut pas devenir une leçon, si je peux dire. C'est difficile de progresser en regardant ces modèles-là parce qu'ils nous dépassent trop. Puis ils sont généralement aussi dans des situations de vie tellement différentes des nôtres que... je veux dire, c'est sûr que ça reste inspirant de savoir qu'il y a eu des femmes qui ont fait des très grandes choses dans l'histoire. Ça nous dit que collectivement, les femmes, on est capable, puisqu'il y en a tant, finalement, quand on se donne la peine de les découvrir, qui ont fait progresser
l'humanité, si je peux dire, qui ont fait des avancées dans toutes sortes de domaines. Mais comme modèle pour inspirer notre action ici et maintenant, effectivement, les modèles plus proches de nous, auxquels on peut s'identifier, c'est extrêmement efficace. Oui. Moi, je pensais à Natacha Canapé-Fontaine, je ne sais pas si elle est connue ici. Natacha Canapé-Fontaine, tout le monde la connaît? Ben, je trouve tellement qu'elle est articulée quand elle parle, qu'elle n'oublie jamais ses valeurs, puis sa communauté, puis qu'elle s'affirme vraiment très bien devant les médias. Puis je trouve que c'est vraiment une... Tu sais, je la suis sur Instagram, puis tu sais ce qu'elle fait, moi je trouve ça vraiment magnifique. Là, donc, je trouve que c'est un modèle qui peut être bon pour moi, parce que c'est pas si difficile à suivre d'être bien articulé, puis de suivre en tant que femme comment on est. OK. Alors, je vais vous proposer une petite synthèse, un petit résumé. Je pense que quand on regarde les femmes qui sont plus proches de nous puis qui nous inspirent, on peut trouver des caractéristiques du pouvoir. Tu sais, on disait pouvoir sur, pouvoir de, là, mais il y a des caractéristiques du pouvoir, je vais dire féminin ou féministe, je devrais dire du pouvoir féministe, qui sont intéressantes pour nous. Je pense que le pouvoir que les femmes, que mettent en action les femmes qui nous inspirent, les femmes proches, ils ont les 3 caractéristiques suivantes. D'abord, c'est un pouvoir qui est collectif. En tout cas, moi, les femmes que je regarde, qui m'inspirent, c'est beaucoup des femmes du mouvement des femmes, mais quelques autres aussi. Puis c'est des femmes qui ont toujours agi avec d'autres. Elles ne se sont pas contentées d'un leadership personnel, mais elles ont toujours essayé de développer un leadership collectif. Deuxièmement, c'est un pouvoir créateur, que ce soit dans la résistance ou dans l'invention. C'est un pouvoir qui dépasse les façons connues, ordinaires et antagonistes de s'exercer. C'est un pouvoir qui cherche à créer du plus et du mieux. Puis finalement, c'est un pouvoir inclusif, c'est-à-dire que ça ne favorise pas le pouvoir d'un petit groupe qui laisse tout le monde en arrière, mais c'est un pouvoir qui souhaite se partager avec les autres, le cercle des autres étant plus ou moins large selon le champ d'action qu'on a. Et moi, pour moi, personnellement, ces 3 caractéristiques-là, collectif, créateur et inclusif, c'est ce que je pense inspirant dans un modèle de pouvoir. Il y a toutes sortes de groupes dans la vie, hein? Alors, c'est important de situer ça aussi, parce qu'il y a des interventions qui vont être appropriées dans certains types de groupes et inappropriées dans d'autres. Pourquoi je dis inappropriées? C'est parce que des fois, ça va produire des effets qu'on trouve absolument indésirables. Je vais vous donner un exemple. Quand on est dans un groupe de croissance personnelle ou de dynamique de groupe et tout, on va être très ouverte. En ce moment, je me sens pas bien. Il y a telle personne a dit telle chose, puis ça m'a fait tel effet, bon, etc. Mais dire ça dans un groupe de travail, là, c'est pas bon. Ça va vous rendre extrêmement vulnérable. Il y en a, surtout du côté masculin, qui vont se dire « Bon, encore des émotions de femme. » Tu sais, alors c'est comme... Ces émotions-là, vous les ressentez. On a dit tantôt que c'est important de conscientiser ces émotions, puis de les utiliser, mais ça ne veut pas dire qu'on va être dans la transparence émotive par rapport au groupe qui est là. Alors donc, il y a toutes sortes de choses comme ça pour lesquelles c'est important de se situer. Là, je vous ai nommé quelques types de groupes, tu sais, groupes de réflexion, de délibération, de croissance, d'entraide, d'expression, de tâches. C'est toutes sortes de groupes différents, puis on ne se sent pas de la même façon dans tous ces groupes-là. Puis finalement, peut-être que vous n'aimez pas ça du tout, être en groupe. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, mais ça veut dire qu'il faut être conscient que vous n'aimez pas ça, être en groupe.
mais qu'on peut quand même aller dans un groupe, même si on n'aime pas ça, quand c'est nécessaire. Voilà. Puis ensuite, on a toutes sortes de façons de se sentir dans un groupe, dans un même groupe, selon les moments, etc. Alors là, c'est juste des petits points de repère pour que vous puissiez penser à ça. Puis c'est pas « je suis hésitante » ou « je suis sûre de moi ». C'est comme des polarités, ça, puis on se promène dans ces polarités-là. Alors même si on a la qualité d'être confiante en soi, il y a des moments où on peut se sentir déstabilisé et tout. Alors on se promène entre des polarités comme ça. Puis voilà, c'est juste de se connaître, de le nommer, d'en prendre conscience. Ça nous rend beaucoup plus adéquates, plus présentes. Ça nous permet de nous protéger. Ça nous permet de faire valoir nos forces aussi. Voilà. Puis, il y a une caractéristique dans le bas que je vous signale parce qu'elle aide beaucoup, beaucoup à comprendre des choses. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus orientées vers les personnes, puis d'autres qui sont plus orientées vers les tâches. Moi, ma tendance personnelle dans un groupe, c'est « OK, qu'est-ce qu'on a à faire? Est-ce que le travail avance? » etc., etc. Bien ça, il a fallu que j'apprenne à corriger ça dans la vie, parce que la majorité des personnes avec qui je me trouve d'habitude, ils sont plus orientés vers les personnes, justement. Ah, mon Dieu, il se passe des drôles d'affaires dans ce groupe-là. Une telle était pas bien, je la voyais, etc., etc. Alors ça, c'est comme des affaires qu'on enregistre malgré nous, là. Alors, on a toutes des polarités, on est toutes à quelque part dans cette polarité-là. Puis si on est plus dans la polarité tâche, bien, c'est important de développer la polarité personne et vice-versa. Puis il n'y en a pas une des deux qui est bonne ou pas bonne. Il y a des polarités qui sont plus ou moins adaptées à certaines situations. Puis on a toutes les capacités de développer les deux polarités. Puis ce qui croise ça aussi, c'est moi comme personne, est-ce que je suis portée à être leader ou si je suis portée à appuyer? Ça change bien les affaires. Puis c'est pas que c'est bon ou pas bon d'être d'un bord ou de l'autre. C'est, je sais pas si je dois dire nos tendances naturelles, parce que, en tout cas, tu sais, dans la vie, tes traits caractéristiques de personnalité sont à la fois innés et acquis, là. Tu as des tendances, mais ils sont cultivés par ton milieu ou ils sont contrés par ton milieu et tout, par ton éducation, tes expériences. Mais c'est des possibilités qu'on a toutes. Puis des fois, c'est bon de prendre la POC, puis des fois, c'est mieux de soutenir la personne qui a la POC, de faire une passe. Tu sais. Mais ça, c'est de conjuguer ça avec notre mouvement instinctif, puis de se rendre compte des fois que si on est appuyeur, c'est peut-être parce que c'est facile, parce que dans le fond, être leader, ça nous met à risque. Mais ça peut être aussi parce que je me suis rendu compte, moi, dans la vie, que quand je prenais les devants, je venais stressée puis je faisais des niaiseries. Tandis que quand je suis plus en deuxième place, là, je donne le maximum de mon potentiel. Alors, vous voyez, il y a toutes sortes de raisons, si je peux dire, de se sentir d'un bord ou de l'autre ou d'être d'un bord ou de l'autre. Mais, encore une fois, c'est de l'identifier. Puis ça, quand on travaille à plusieurs dans une affaire, c'est utile aussi. Puis quand on est plus tendance appuyeur, bien, c'est bien que notre groupe de base nous dise, là-dedans, essaye donc de prendre le leadership, là. On va t'appuyer, nous autres. Alors, tu sais, c'est de développer les capacités des deux bords. Puis ça me fait penser à ce qu'on disait avant de quitter tantôt, le pouvoir collectif, créateur, inclusif. Quand on a ça dans la tête, bien, on s'efforce de partager le pouvoir dans un groupe en permettant à tout le monde de développer des capacités. Pas juste miser sur les capacités qu'on pense qu'on a, mais aller explorer si on ne peut pas en développer d'autres aussi. Puis finalement, bien, c'est tout le pouvoir du groupe, le pouvoir d'action du groupe qui se trouve renforcé. En tout cas, c'est toute l'aller-retour aussi entre empouvoirment personnel puis empouvoirment collectif. Là, ça joue là-dedans. Yeah! Alors, on va passer au
jeu des répliques que vous avez dans votre pochette. C'est cette feuille-là. Donc, j'ai pas mis de contexte, OK? Ça peut être un contexte de conseil d'administration mixte, ça peut être un contexte où il y a des femmes seulement, ça peut être de la décision, ça peut être juste de la délibération. Mais l'idée, c'est comment est-ce qu'on répond quand on entend ça? Alors là, j'ai pas été fine. La plupart des niaiseries sont dites par des gars. Mais il y a une femme qui dit des niaiseries aussi. Puis nous, bien, on cherche la réponse appropriée quand on entend ça. Alors, Armand qui dit, bien franchement, là, je ne vois pas pourquoi faire qu'on donnerait plus de chance aux femmes qu'aux hommes. Tout le monde peut faire une demande de subvention, puis les fonds, ils iront au meilleur projet. Ça vous rappelle quelque chose de connu? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Oui, Dominique? Ben, c'est quoi un meilleur projet, puis c'est qui le décide? C'est quoi le meilleur projet, puis c'est qui le décide? Si les critères qui sont orientés à la base et qui sont choisis par des gens qui cherchent à se reproduire, c'est clair que les meilleurs projets vont être tous d'un certain type et pas d'un autre type. OK. Y a-t-il d'autres réponses possibles? C'est quoi qu'Armand met? Oui? On peut y aller avec des faits, là. C'est quoi les statistiques, c'est quoi les projets qui fonctionnent d'habitude, puis c'est arrivé avec un petit peu pour voir si c'est représentatif ou pas. Puis, OK. si l'ensemble je ne sais pas c'est quoi, ça vise la subvention en question, mais si l'ensemble des groupes qui devraient être rejoints par la subvention sont représentatifs dans les projets qui sont retenus. Là. OK. Mais qu'est-ce qu'il dit exactement? Oui, Lucie? Moi, je dirais qu'il faut lui faire prendre conscience que les femmes sont défavorisées au départ par rapport aux hommes, on peut faire la preuve socialement, statistiquement, et que donc, il faut qu'il y ait au moins le même pourcentage qui soit attribué aux femmes minimalement. OK. Alors, ça me semble la réponse qui va dans le mille. Parce que ce que Armand dit, c'est pourquoi on donnerait plus de chance aux femmes qu'aux hommes. Il est en train de chialer comme pourquoi une loi sur les quotas? Pourquoi? Tu sais, chaque fois qu'on favorise, qu'on fait de la discrimination positive pour les femmes, il y a toujours du monde qui chiale, qui dit mais pourquoi faire qu'on donnerait ça aux femmes? Bien, il y a une raison très simple, c'est la même partout. Puis même si on ne connaît pas les statistiques, on peut l'avancer parce que ça, vous vous rendez compte qu'on n'a pas 10 minutes pour préparer la réponse, là, ça se passe là, dans la réunion. Ce qui est important, c'est quoi l'argument central là-dedans? Qu'est-ce que Armand dit? Armand dit, je ne veux pas qu'on favorise les femmes. Puis ça, c'est comme, c'est partout, c'est tout le temps. Alors, mais c'est à ça qu'il faut répondre. Puis c'est sûr que si ça se trouve dans un texte puis qu'on a du temps de préparation de la réunion, on peut aller sortir les statistiques et tout. Mais là, c'est un jeu de réplique. Là. Vous entendez ça dans une réunion, là, sur le fly. Peu importe le type de réunion, il y a quelqu'un qui dit ça. Est-ce que peu importe le type de réunion, on peut répondre? Mais on peut répondre si on saisit bien ce qu'il y a. Si on va droit au but dans l'intervention qui est faite là. Il y a un principe dans notre analyse féministe, c'est les femmes sont discriminées négativement actuellement, donc il faut les discriminer positivement pour leur donner des chances égales. Dis-le à la façon de Lucie ou à la façon dont je viens de le dire là. Tu n'as pas besoin de statistiques, tu n'as pas besoin de contexte ni rien. C'est comme l'analyse féministe, là, elle te montre que c'est ça que le gars dit. Le gars dit, je ne veux pas qu'on favorise les femmes. C'est basique. On le sait tout, ça. Alors là, au fond aussi, ce que je veux dire, c'est qu'on est toutes capables de répondre à ça. On n'a pas besoin d'être équipés avec des lectures, des références, des statistiques, des expériences, des ci, des ça. C'est notre savoir commun, puis on est forte de ça aussi. Ça va-tu? Oui? Je sais que c'est un exercice, mais ça devient, à un moment donné, c'est récurrent, c'est tout le temps, c'est dans des situations aussi où il y a des jeux de pouvoir.
Et en tout cas, moi, dans la dernière année au CIUS, là, c'est pas tant ça qu'ils nous disent, c'est on va donner de l'argent en violence conjugale pour les hommes victimes de violence. Et je sais quoi répondre, j'ai les statistiques, mais le jeu politique est assis. C'est ça qui va se passer, puis tu le sais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, à un moment donné, on dirait qu'on devient désabusé par ce discours populaire-là qui est faux. Tu n'as pas la vie. Souvent. Oui. Non, ça, je suis entièrement d'accord. La répétition de cet argument-là, elle devient extrêmement lassante. Mais il y a des gens qui le font systématiquement, là. Puis dans des grosses organisations comme un CIUS, c'est quelque chose, on se heurte constamment à ça, c'est comme systématique. Mais il y a beaucoup d'endroits où le gars, il va dire ça innocemment. Tu comprends? Il pense ça, lui-là, il ne voit pas pourquoi faire qu'on favoriserait les femmes. Il n'a pas encore saisi que ce n'est qu'une réponse, la discrimination positive, à une discrimination négative qui existe. Et donc, on peut répondre comme on vient de le faire. Mais dans d'autres cas, là, plus complexes, comme tu es depuis longtemps dans une organisation, puis c'est une organisation qui est hostile, bien là, il faut peut-être utiliser une stratégie différente pour parvenir à certaines fins, je suis d'accord. Mais là, prenons ça comme... Oui. Intéressé comme des stratégies différentes? J'ai envie qu'on continue avec un petit jeu de réplique, mais c'est extrêmement important. Puis tantôt, on a le goût de connaître son organisation, là, puis en tout cas, je n'ai pas prévu des stratégies particulières, mais ça s'insère dans un cadre de préparation. Donc, on prend ça comme des répliques sur le fly comme ça, là, et non pas des affaires préparées depuis longtemps qui rentrent dans une grande stratégie d'ensemble. Alors, Béatrice a dit... Monsieur le Président, je ne vois rien dans ce projet de service d'hébergement pour protéger l'anonymat des femmes victimes de violences conjugales. C'est bien dommage. Nous sommes très déçus. OK, avant d'imaginer la réponse de Brigitte, pour imaginer ce que Brigitte peut répondre à ça, demandons-nous, est-ce que cette intervention-là est stratégique? Est-ce qu'elle fait avancer les choses? Oui ou non, pourquoi? Ça ressemble plus à une intervention qui vise à bloquer un projet qu'une intervention qui vise à corriger un projet ou à le modifier. OK. De ce que j'en comprends. Mais encore, qu'est-ce qu'elle dit, Béatrice? Bien, oui, elle dénonce le fait que l'anonymat n'est pas protégé, mais moi, j'aurais aimé qu'elle propose, au lieu de dire « c'est dommage, on est déçus », j'aurais préféré, bien, nous avons pensé à telle affaire ou réfléchissons ensemble pour voir comment on peut protéger l'anonymat. Moi, j'aurais mis une ouverture à la fin de son constat plutôt qu'une fin. Voilà. Alors, dans un groupe, juste dire qu'on est déçu ou qu'on n'est pas contente, ça fait... ça fait pas avancer. Tu sais, rester sur une émotion négative, ça... Alors, Brigitte, elle va enchaîner le plus rapidement possible pour ramasser ça. Elle va dire, par exemple, oui, effectivement, on est très déçus et on voudrait que telle chose. Alors, l'idée, c'est être stratégique. On ne reste pas juste sur l'expression d'un sentiment négatif. Ça ne permet pas de faire rebondir le groupe vers quelque chose. Puis souvent aussi, ça va nous décrédibiliser. Les gens vont dire, ah, ben elle est encore négative. Puis ça arrête là. Tu sais, on est comme classé comme négative. Puis les gens vont être moins portés à faire attention à ce qu'on a à dire. Puis même nos alliés autour ne seront pas portés à aller nous chercher parce que on fait juste dire, oh, mais c'est bien plate cette affaire-là. On est bien déçus. Donc, des interventions, essayer de faire rebondir l'action vers les buts qu'on s'est fixés avant la rencontre. Célestin. Ah bien, vous, ma petite madame, quand vous aurez fini de vous plaindre avec vos supposées injustices envers les femmes, on va pouvoir passer aux choses sérieuses.
Vous êtes toutes des claires. Je dis, ben mon petit monsieur, allez chier. Mais bon, c'est pas très constructif. Geneviève? J'aurais le réflexe de juste nommer ses oppressions dans sa phrase. De dire, écoutez, monsieur, vous venez de m'appeler ma petite madame, pensez-vous que c'est égalitaire? Moi, ce que je vous appelle mon petit monsieur, puis je vous rabaisse. Donc, on va vous parler égal à égal, puis on va parler des vraies choses, là. Ça serait mon genre, mais je suis pas sûre de la bonne réponse. OK. De quoi vous parlez quand on parle de choses sérieuses? Attention. Si tu lui dis de quoi vous parlez quand vous parlez des choses sérieuses, là, tu t'enlèves la parole, tu le mets en valeur, il va pogner le crachoir. Ben, je dirais justement, pour moi, les choses sérieuses, c'est les injustices que les femmes vivent. Puis vous m'offrez un super exemple de c'est quoi au quotidien ces injustices-là. Tac, 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 tout ce que tu viens de mettre dans ta phrase. Fiberglass. Comme Célestin, je rentre dans mon trou. Je rentre dans mon trou, là, comme Célestin, Nadia. Ben moi, je me demande si on est obligé de répondre à tous les Célestins. Tu sais, dans le sens, choisir ses batailles, puis il y a des personnes que j'imagine en lisant ça, que je me dis, je gaspillerais pas d'énergie là-dedans. Je vais juste commencer, puisque tu dis ça, à écrire des petites affaires qu'on va utiliser tantôt. OK. Les autres tours de parole, voulez-vous? On va passer à la réplique suivante. Puis, je vous rappelle on répond comme si on était Diane. On ne commence pas à expliquer ce qu'on pourrait répondre, mais on dit la réponse. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Hein? Peut-être qu'on devrait consulter les groupes de femmes avant de se lancer dans ce projet-là. Il y avait des tours de parole tantôt. Voulez-vous les prendre ou non? Non? Ouais. Moi, je dirais que la position... Non, qu'est-ce que tu me réponds? Okay. Pas je dirais que. Réponds-moi. C'est évident qu'il faut consulter les groupes de femmes avant de se lancer dans le projet parce que ce projet-là les concerne, puis c'est elles qui savent ce qu'elles veulent avoir comme projet. OK. Isabelle? Bien, c'est ça, moi je ramasserais ça. C'est une excellente idée. On consulte les groupes de femmes, je n'appuie. Ah! Ça, j'aime ça. Parce que là, au lieu de dire, il ne faut pas dire je ne sais pas, elle dit tout de suite, c'est une excellente idée. OK? Elle appuie, même si l'autre n'a pas vraiment fait une proposition, mais c'est une femme, c'est une alliée, alors elle valorise l'allié en disant, c'est une excellente idée, puis elle rend ça actif en disant, et je propose que. Avais-tu d'autres choses à ajouter, Mélanie? Ah, c'est beau l'accord, hein? Alors ça, c'est... Il faut faire attention pour ne pas se saboter soi-même. Je ne sais pas si mon idée est bonne. Bien, regarde, tu ne nous persuaderas pas personne si toi-même, tu ne sais pas si c'est une bonne idée. OK? Il y a une façon de dire, d'apporter les choses plus doucement, parce que des fois, être trop affirmative, il faut qu'on consulte les groupes de femmes, ça va faire comme ça. Mais entre être fessé comme sur un punching bag, puis dire, ben je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais peut-être que, il y a comme une marge, là, tu sais. Voilà, c'est ça. Puis quand vos alliés font des interventions qui sont un peu maladroites, bien, l'idée, c'est, je ne laisserai pas sentir que je trouve ça maladroit. En fait, je vais avoir le réflexe de comment je peux utiliser ça, comment je peux valoriser ça. Alors là, ça tourne en disant, ah oui, c'est une excellente idée. C'est bon? OK.
troisième partie, ben c'était ça qu'on faisait, là, des trucs pour intervenir efficacement. Je voulais qu'on commence par le jeu des répliques, parce que ça nous montre comment on peut apprendre des trucs. Alors, la première chose que je veux dire, c'est que c'est en parlant qu'on fait des apprentissages. J'ai mis quelques petits apprentissages de parleuse. Puis c'est beaucoup des apprentissages que moi j'ai faits au cours de ma vie. Mais ce que je vous suggère, c'est que pour vous-même, ou en petit groupe avec des collègues, avec une, deux autres collègues, que vous essayez de conscientiser quels sont les apprentissages que vous avez faits dans des situations de prise de parole. Et c'est ça. Alors, équilibrer l'improvisation et la super planification. Allô, Samia. Dans les réunions, tu sais, quand tu as des ordres du jour, des documents à lire et tout, bien, il faut que tu planifies, il faut que tu te prépares. Mais si tu es trop préparé, il n'y a plus de place à l'improvisation. Puis au fond, dans des réunions, à mesure que les affaires avancent, il faut que tu sois comme présente puis que tu improvises, parce que ça ne se passe pas toujours comme on pensait que ça se passerait. Alors, c'est comme d'équilibrer les deux, puis de se dire aussi qu'une bonne préparation, ça permet des bonnes improvisations. Les bonnes improvisations sont celles qui sont le mieux préparées. C'est-à-dire que, bien, prends des musiciens dans un jam, ils improvisent, mais leur capacité à improviser puis à s'accorder avec les autres, c'est beaucoup parce qu'avant ça, ils ont beaucoup joué, ils ont développé leur capacité et tout, puis ils ont pensé à leur jam aussi, puis à quel genre de monde serait là, etc. Alors, c'est de balancer ça, puis de voir que la planification, c'est pas le contraire de l'improvisation, mais ça soutient l'improvisation qui est nécessaire dans le déroulement de beaucoup de réunions. Valoriser les autres, on en a parlé, c'est efficace, mais aussi ça les aide à développer leur créativité. Puis la créativité, bien, c'est une qualité clé, là, comme on a écrit tantôt. Relativiser les urgences, les drames, l'importance des situations. Des fois, là, il se passe quelque chose, puis c'est comme, c'est le bout du monde, comment est-ce qu'on va s'en sortir? La fin du monde n'est pas pour ce soir. Alors, puis des fois, plus c'est urgent, plus il faut prendre notre temps. Tu sais, il y a des paradoxes comme ça dans la vie. Mais ça, c'est ça. C'est des affaires qu'on apprend dans les réunions, parce que des fois, on s'est garoché pour prendre des décisions et tout. Puis 1 mois après, 2 mois après, on se dit, mais ça ne marche pas la décision qu'on a prise là, on a fait trop vite, puis dans le fond, on aurait pu attendre telle chose. Alors, relativiser les drames, se sortir de cet état d'urgence qui nous fait dire des affaires tout croche. Et c'est pas pour dire qu'il n'y a pas des urgences. Des fois, il y a des urgences, il faut parer immédiatement, mais voilà, il faut les relativiser aussi. Allier la passion des causes et le détachement des résultats. Alors, on est des passionnés, mais les résultats, ça ne dépend pas toujours de nous autres. Alors, si on est trop passionné, puis que les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes, bien, on vit des montagnes russes épouvantables. On se dit qu'on a échoué, que tout va mal, qu'on n'y arrivera jamais, etc. On se met dans une situation d'impuissance. Alors, on peut garder notre passion, puis on peut l'alimenter, notre passion, parce que c'est ça qui aussi alimente notre confiance en nous, alimente la crédibilité qu'on peut avoir vis-à-vis d'autrui, parce que les gens voient à quel point on est vraiment embarqué dans l'affaire, puis qu'on veut. Mais il faut se détacher des résultats. Il faut se détacher des résultats pour éviter, d'une part, ces déceptions dont on parlait, et d'autre part aussi, de se sentir coupable et responsable et de vouloir tout faire pour que ça marche et tout, puis de se brûler. On connaît ça, être brûlé? Voilà. Puis, apprendre à travailler avec autrui après m'être cassé le nez toute seule. On n'est pas toute seule.
même quand on est toute seule, on n'est pas toute seule, on est porté par le mandat de notre équipe, de notre groupe. Puis il faut aller le chercher, ce mandat-là, pas pour se faire dire quoi faire, mais pour arriver avec la force du groupe derrière nous. Voilà, puis il y en a une dernière que j'avais écrit, « Partager mes limites et mes craintes, ça les fait diminuer. » Alors, mes limites puis mes craintes, là, c'est comme la barre jaune au milieu de la route, OK? Je ne suis pas une conductrice très, très, très expérimentée, puis il faut que je reste de mon bord de la route, OK? Puis pour rester de mon bord de la route, bien, je regarde la ligne jaune pour être sûre de rester à droite de la ligne jaune. Mais il y a une petite loi du cerveau qui dit, ce que tu regardes, c'est là que tu t'en vas. Alors, plus tu regardes ta ligne jaune, plus tu fonces sur la ligne jaune au lieu de rester dans ta traque. Pour rester dans ta traque, regarde tout droit devant toi. Puis tu vas aller là où tu regardes. Alors, c'est la même chose. Tes craintes puis tes limites, si tu regardes, puis tu regardes, puis tu regardes, tu vas aller dedans. Si tu les partages avec quelqu'un de confiance, OK? Puis tu les travailles, que ça devient gérable. Puis là, tu peux regarder ta traque. Tu sais que la ligne jaune est là, qu'elle te dit, il ne faut pas dépasser ça, là. Mais tu ne passes pas ton temps à la regarder, puis tu ne fonces pas dessus. C'est bon? OK. Alors, dans la page suivante, 12, il y a un petit aide-mémoire stratégique. Alors, c'est toutes sortes de trucs qui peuvent aider dans une réunion. Je vous propose que vous preniez 1 minute pour jeter un petit coup d'œil, puis peut-être nommer un truc ou l'autre que vous trouvez « Ah oui, ça, c'est bon, ça m'aide. » OK. Alors, s'il y en a 4-5 qui peuvent nommer un truc ou l'autre. T'aider à avancer. C'est ça que tu peux savoir? Quand tu dis les choses qui t'aident, c'est les réflexions là-dedans qui peuvent t'aider à avancer. Bien, une affaire que tu vois, puis tu dis « Ah oui, ça, c'est vrai, quand j'ai essayé ça, ça m'a aidé, là. » Oui, Marielle. Je ne le prendrai pas dans ta liste parce que je ne les ai pas tant regardés. Mais une phrase que j'ai retenue, je ne me rappelle plus qui m'avait dit ça à un moment donné, mais c'est quand même vrai, je le dis aux autres aussi. Pour parler en public en général, là, la personne elle m'avait dit « Ouais, tu vas voir, à force de le faire, ça se soigne. » Juste fais-le, puis ça se soigne. C'est une maladie qui passe, là, tu sais, à l'usage. Puis c'est vrai, c'est ça. C'est juste. Est-ce que tout le monde comprend ce que Marielle veut dire? Oui, c'est ça, tu essayes, tu apprends les affaires, puis tu prends confiance parce qu'il y a des affaires qui ont bien été pareilles, puis ça te soigne. On va juste prendre ça à long terme, puis faire un petit bout. Ouais. Puis en fait, souvent, c'est qu'il faut le faire pour s'apercevoir de « OK, ça produit ceci de bon, mais par contre, cela, etc. » Ça dédramatise que tout le monde n'a pas vraiment de l'aisance en partant aussi. Aussi, normal aussi, absolument. De devoir le soigner. Oui. OK. Oui. Moi, ça, je le comprends plus dans le sens où moi, je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de la perception des autres, de comment. Tu sais, je peux essayer de le dire de la façon la plus constructive. En tout cas, je peux essayer de bâtir mon argumentaire. Mais si l'autre personne ne prend pas l'ensemble de mon discours, ben ça ne m'appartient pas. Tu sais, moi, j'ai livré mon message, mais après ça, le reste appartient aux autres. Je l'entends un peu de cette façon-là. Je ne suis pas sûre que j'ai bien compris. Non, c'est vraiment bien analysé. Synthétisé. C'est synthétique à côté. OK. Alors, en fait, vous pouvez les rajouter à la liste qui est là. Vous pouvez rajouter toutes sortes d'affaires, mais ça dit au fond que quand on observe les autres, d'abord, on peut voir des trucs qui marchent. On apprend en regardant agir les autres. Puis on s'essaye, comme quelqu'un a dit tantôt, c'est pas le bout, tu as le droit de te tromper, etc. Mais on peut prendre note de ça. Puis en prenant note de ça, en essayant de comprendre, puis de rattacher ça à des affaires claires,
bien, ça nous permet aussi d'essayer des trucs après, puis, parce que l'objectif, c'est de devenir plus efficace. Hein? Alors, c'est comme d'autres choses, ça se pratique, ça s'apprend. Puis quand on le note, bien, ça se développe plus parce qu'on caractérise nos apprentissages. Bon, la dernière partie, ça s'appelle « Intervenir dans nos organisations », dans des organisations, en fait. Et puis là, comment je dirais, je vais passer un peu vite parce qu'on ne peut pas travailler avec ces outils-là. Mais je vous propose des outils parce que, comme on disait au début, pour être stratégique dans des organisations, il faut les connaître, ces organisations-là. Alors là, c'est comme des petites grilles faciles puis concrètes pour analyser les organisations puis trouver c'est quoi les caractéristiques importantes pour se débrouiller là-dedans puis arriver à nos fins. Donc, un organisme, on peut le regarder à partir de ses activités, qu'est-ce qu'il fait, etc. On peut s'en aller dans le passé aussi, mais en tout cas, en gros, c'est quoi son champ d'activité, qu'est-ce qu'il fait. Puis, on peut le regarder par rapport à ses ressources, c'est-à-dire d'abord les personnes qui en font partie, les savoir-faire, les pratiques, le financement, puis par rapport à son environnement aussi, c'est-à-dire dans quel territoire il se trouve, avec quelle population il travaille, c'est quoi son encadrement juridique, c'est quoi ses alliés. Mais quand on regarde ça, là, c'est toujours à la fin de se poser la question. Puis nous, les femmes, là-dedans, est-ce qu'on est concernées en tant que femmes par les activités de cet organisme-là? Est-ce que, comme femmes, nos contributions de femmes sont visibles dans les ressources de cet organisme-là? Est-ce qu'on se reconnaît dans le portrait que l'organisme fait de son environnement, de la population desservie, du territoire, etc., etc.? Alors souvent, on regarde une organisation, mais on ne sait pas trop comment se situer comme femme par rapport à ça. Puis là, je parle, c'est sûr, là, je m'adresse à un auditoire de femmes dans des groupes de femmes. Alors, d'où l'importance d'avoir cette analyse-là, parce qu'on parle au nom des femmes. C'est de prendre des catégories simples, les activités, les ressources, l'environnement, regarder c'est quoi l'organisme, puis se poser la question. Puis nous, les femmes, c'est quoi notre place là-dedans? Puis on peut recommencer le même questionnement à la page suivante sur l'instance décisionnelle de cet organisme-là. Parce que ça change bien des affaires aussi. C'est quoi l'instance décisionnelle, que ce soit un COCO, un CA, peu importe? Qu'est-ce que c'est sa place dans l'organisation? C'est quoi la structure du pouvoir? C'est hiérarchique ou c'est informel? Ou c'est quoi? Qui est décideur, là? Puis au nom de quoi il décide? Puis le fonctionnement, c'est quoi le fonctionnement décisionnel là-dedans? Il y a des statuts et règlements, des règles, des procédures. Il faut s'approprier ça. Puis encore une fois, se demander, puis nous les femmes, est-ce que c'est une structure qui nous convient? Est-ce qu'on est bien représentés? Est-ce que ces processus-là soutiennent notre participation? Alors, ça nous permet de mettre le doigt sur des choses, puis de mieux intervenir après. Puis ensuite, bien, c'est ça, là, le petit tableau qui est là, c'est comme pour synthétiser ce qu'on aurait trouvé là. Voilà. Puis la page suivante, c'est les liens entre les organismes. Souvent, surtout quand on est dans des coalitions puis des regroupements, on oublie de se demander c'est quoi l'environnement de cette coalition-là. On regarde qui en fait partie, mais on oublie ce qui est à l'extérieur puis qui fait que tous les membres du regroupement ou de la coalition vont avoir des intérêts divergents ou des contraintes divergentes. Alors, c'est ça, on regarde autour. Puis un organigramme, bien, c'est une façon intéressante de comprendre les liens qui existent entre des organismes et encore une fois, de comprendre mieux comment le pouvoir circule ou circule pas là-dedans. Ensuite, à la page 17, vous avez un petit guide de préparation collective et stratégique. Et ça peut aider pour préparer des rencontres, encore une fois, avec votre groupe de base ou votre équipe de travail ou peu importe. Ça commence toujours par des buts, des objectifs.
c'est quoi notre objectif là-dedans? On veut que les frais de garde d'enfants soient remboursés, ou bien non, comme le deuxième exemple, c'est les femmes se sentent insécures en sortant de la bibliothèque municipale ou de l'aréna ou peu importe. On veut remédier à ça. Alors, il faut commencer par définir notre objectif. C'est quoi l'idée qu'on a, puis c'est quoi le résultat qu'on veut obtenir. Ensuite, on regarde comment on s'y prend pour ça. Là, on est en réunion de préparation avec nos collègues ou une couple d'alliés pour se préparer à une coalition, ou etc. Donc, comment on s'y prend? Et faut-tu se mettre dans un ordre du jour? Comment on fait pour amener notre question? Puis, c'est quoi les outils pour étoffer notre proposition, mettons? Il faut prévoir les objections, il faut préparer nos arguments, il faut apporter des précédents, il faut demander des études. Tu sais, tout ça, c'est à vous de juger qu'est-ce qui est approprié dans le cadre que vous avez. Les actrices et les acteurs qui sont là, c'est qui risque d'être favorable à cette idée-là, qui risque d'être opposé, comment on peut aller chercher des appuis, qu'est-ce qu'on pense qu'on peut faire avec les opposants et les opposantes pour réduire l'opposition, qu'est-ce qui est disponible pour agir. Les ressources requises et disponibles, les ressources en personne, en temps, en argent, les ressources techniques, l'échéancier, les étapes à prévoir, combien de temps on veut mettre là-dessus, à quel moment on veut arriver à notre résultat, puis tu pars du bout, tu sais, tu dis, ben là, regarde, je sais bien, s'il y a des affaires à aménager autour de l'amphithéâtre, ça ne peut pas se faire en 3 semaines, ni en 2 mois. Tu sais, on peut dire qu'on se donne 1 an pour arriver à ça. Par contre, si c'est de payer les frais de garde pour le CA, bien ça n'a pas besoin de prendre 1 an. Là. Idéalement, dans 2 mois, ça devrait être fait. Tu sais, en tout cas, ça dépend aussi de la fréquence des réunions, mais c'est quelque chose qui peut aller plus vite. Les alternatives, si on se heurte à une opposition, est-ce qu'on a des solutions de rechange qui seraient prêtes? Parce qu'on ne peut pas toujours tout gagner. Il faut gagner des affaires en partie. Puis des fois, c'est juste de recadrer le problème parce qu'on n'avait pas vu que ça pouvait se passer autrement. Puis finalement, distribuer les rôles. OK, on s'est donné un beau plan, mais qui l'accomplit? Parce que tant qu'on n'a pas distribué les rôles, préciser qui va aller à la réunion, qui va préparer telle chose, qui va apporter telle affaire, il n'y a rien qui va marcher. Alors après ça, vous avez un petit tableau de préparation pour synthétiser ça puis rendre ça pratique. Puis la dernière chose que je veux vous communiquer, c'est questionner un plan d'action. Alors là, j'ai mis un plan d'action, mais tu sais, ça peut être la stratégie en égalité pour les femmes et pour les hommes. Ça peut être le plan d'action en aménagement urbain à quelque part dans un quartier. Ça peut être toutes sortes de choses. Mais on le questionne parce que c'est ça. Si on lit un plan d'action puis qu'on n'a pas des questions à poser, ou une politique, puis on n'a pas de questions à poser, on ne sait pas où s'en aller. Alors, ces questions-là, c'est comme des points de repère pour faire une analyse féministe. Puis je veux vous signaler quelque chose, je n'ai pas parlé d'ADS encore, d'analyse différenciée selon les sexes. Il y a un piège avec l'analyse différenciée selon les sexes. Pour le gouvernement, la plupart du temps, c'est quoi? C'est de produire des statistiques avec les hommes et les femmes. Puis ensuite, là, il n'y a plus rien de différencié selon les sexes dans l'analyse. On apporte des chiffres, mais il n'y a aucune réflexion qui se fait ensuite pour dire « OK, alors telle affaire, alors telle autre affaire ». Où là, on a mis les chiffres, mais on n'a pas mis le comment. Tout le qualitatif, là, il ne se trouve pas dans les chiffres. Puis une analyse différenciée selon les sexes sans le qualitatif, ça mène nulle part. Ça fait des grands documents, mais ça ne mène pas nulle part. Alors au fond, j'ose dire que ce genre de questionnement-là, là, on fait vraiment de l'analyse différenciée selon les sexes. Alors,
bien, ça terminerait cette quatrième partie, qui est une partie d'outils sur laquelle on n'a pas vraiment fait d'exercice, mais toujours dans l'idée d'une prise de parole stratégique.